tranquille. C'est terrible ce fléau. Un stand-upper qui s'est fait mal. Oh, le pauvre. Voilà. Oh. On va pas le plaindre, on va l'applaudir parce qu'il va nous parler de gênance, il va nous parler de jeu de mots, il va nous parler du prisonnier d'Azkaban. C'est Antoine. Merci infiniment. Merci beaucoup Thomas. J'ai envie de dire, après avoir entendu ce début de Last Show, mais où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Oh non. Alors, c'est bien parce que c'est le moment où il y a une partie du public qui a, une partie du public qui n'a pas forcément. Donc, parfait. Donc, pour les gens qui n'ont pas, et pour les gens qui ont déjà, histoire de, voilà, qu'on se remette dans la tête ce grand moment de télévision. Jordan, tout à fait. C'est Jordan, comment Jordan? Bardella, exactement. Donc, Jordan Bardella était sur un plateau de télévision. On lui présente une photo de Sarkozy. Qu'est-ce que vous diriez à Sarkozy si vous le rencontriez? Et Jordan Bardella répond, mais où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Jusque-là, ça va. Mais simplement, après, on lui présente une photo de Donald Trump et il dit exactement la même chose. Si je rencontrais Donald Trump, je lui demanderais, mais où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Ce qui fait qu'à la troisième photo qu'on lui présente, Poutine, c'est Roselyne Bachelot qui lui coupe la parole en disant, alors je suppose que vous allez lui demander, mais où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Et voilà, se prendre une bâche par Bachelot, c'est quand même un gain très 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 haut niveau. Jordan Bardella, à ce moment-là, c'est un moment intéressant, je trouve, ce qui se passe. Parce qu'il y a ce moment où il se dit, peut-être ils vont se rendre compte de rien. Donc on sent qu'il a le sourire glué aux pommettes d'un côté ou de l'autre, le truc un peu crispé, et qu'il y a un grand vide dans les yeux. Et j'ai envie de faire un petit arrêt sur l'image et de réfléchir avec vous à ce qui se passe à ce moment-là. Je pense que dans la tête de Jordan Bardella, il y a déjà les mèmes qui vont arriver sur Internet le lendemain qui commencent à défiler. Je pense que Jordan Bardella est en train de se dire, derrière ses yeux vides, désormais c'est foutu, je vais sans doute me reconvertir, je vais faire du coaching sportif. Mais où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Arrêtez monsieur, je ne vous connais pas, etc. etc. Et peut-être que ce qui passe derrière ses yeux, c'est parce que c'est un des moments où j'essaie quand même d'humain à peu près humain, de m'identifier un peu à Jordan Bardella pour comprendre, d'empathiser un petit peu. Moi, dans ce genre de cas, en général, je fais défiler dans ma tête une petite chanson, une petite mélodie qui fait que je me sens bien, un espace un peu rassurant. Peut-être que c'est ce qui se passe à ce moment-là. Dans la tête de Jordan Bardella, il est là un peu figé. Et dans sa tête, il y a et j'ai crié, et Marine, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, et reviens, Marine Le Pen. Et je pense qu'il essaie de se rassurer un petit peu comme ça. En tout cas, ce qu'il ressent à ce moment-là, Jordan Bardella, c'est cette expérience très humaine qui est celle de la gêne. C'est justement la gêne dont je vais parler avec vous ce soir. Bonsoir les cariatines, est-ce que ça va ce soir? Ouais! Mais quel public génial! J'ai entendu un public qui était attentif à ce qui se passait, attentif à mon léger problème de coude, qui fait que heureusement je ne pourrais plus faire de gags sur Elon Musk, mais que je pourrais en faire quelques-uns sur Napoléon, parce que c'est une position vraiment de confort en ce moment, et qui dit Napoléon dit Louis Sarkozy. Il y aura Louis Sarkozy dans ce passage. Est-ce qu'on peut refaire un tonnerre d'applaudissements pour Thomas? Qui brave toutes les maladies pour être là ce soir. Donc, je suis Antoine et j'adore faire les choses en bon ordre, comme vous l'aurez constaté. Reprenons notre sujet. La gêne. Alors, je pense qu'il y a des gens qui, sans doute, aujourd'hui, se sont sentis dans une situation de gêne. On pense à vous. Histoire de reconstituer un petit peu artificiellement ce que c'est la gêne. Je vais essayer de vous plonger dans une situation de malaise ou de gêne là maintenant. Par exemple, monsieur et madame, ou monsieur et monsieur, ou madame et madame, ou monsieur, madame et madame, comme vous voulez. Dans tous les cas, c'est des parents qui s'appellent Show Comedy Club, ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Quasiment. Lola Show Comedy Club. Voilà. C'est plus cohérent. C'est plus cohérent. Mais il y avait un bon effort, et je pense qu'ensemble, là, on était au niveau 1 sur l'échelle de la gêne. Passons maintenant au niveau 2. Le niveau 2 sur l'échelle de la gêne, ce serait... je ne sais pas si vous avez vu, il y a le 3e film Avatar qui va sortir. Moi, j'ai vu que le premier, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question.
bien que vous êtes un public génial, parce que Oh, si j'aime j'avais été bien, un vous public êtes moins félicite. génial, ça aurait été le moment présent. Si ça avait été mes parents qui ne sont pas forcément au fait de la pop culture, j'aurais dit, mais c'est parce qu'il y a une peuplade qui s'appelle les navis à l'intérieur. Quand tu dois expliquer ta blague, t'es clairement au niveau 2 sur la gênance. C'est vrai. Peut-être qu'on va passer timidement au niveau 3. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Saint-Martin-la-Joisse ce soir? C'est une petite commune du Lot. J'avais un institut. Voilà, niveau 3 sur l'échelle de la gênance. Et on va s'arrêter là parce qu'on a déjà ce petit picotement, ce petit frais qui se dit qu'il fait un petit peu frais pour le printemps ou qu'on est en train de vivre une expérience de gêne. Donc la gêne, c'est à peu près ça. Alors la gêne, ce qu'on sait un peu moins, c'est que la gêne est une invention relativement récente. La gêne a été inventée au début du XXe siècle par Eugène Tartampion. Eugène Tartampion est né le 12 décembre 1954 à Gênes, en Italie, de deux parents qui se sont retrouvés là parce qu'ils s'étaient loupés à la sortie du périphérique. Et dès son plus jeune âge, disons dès le début de sa vie adulte, Eugène Tartampion montre certaines prédispositions dans le domaine de la gêne. À 20 ans, Eugène Tartampion a déjà dit 2000 fois « à vous aussi » à un serveur ou à une serveuse qui lui souhaitait bon appétit dans un restaurant. Et il a également dit un autre nombre considérable de fois à vous aussi à un agent SNCF qui lui venait de contrôler son billet, lui souhaitait un bon voyage et qui restait sur le quai pendant que Eugène Tartampion était en train de partir vers des horizons lointains. Eugène Tartampion, évidemment, à de très nombreuses reprises, a déjà conclu des coups de fil à l'administration en disant « bisous ». Je t'embrasse. Eugène Tartampion, malgré cette prédisposition, ou grâce à cette prédisposition, c'est la question de l'œuf et de la poule, fait très rapidement carrière dans les services communication des salons de coiffure de France. Son chef-d'œuvre est notamment le salon de coiffure du Speed Airman à Amiens. Et là, c'est un des seuls moments de ce passage qui, je l'avoue, est peut-être un peu mensonger, qui est ancré dans la réalité. Parce que si vous allez à Amiens, vous verrez que pas très loin de la gare, il y a un salon de coiffure qui s'appelle le Speed Airman, et vous penserez à moi à ce moment. Après ce passage par les salons de coiffure, Eugène Tartampion se reconvertit dans les services communication des grandes communes de France. On lui doit à ce moment-là des slogans tels que « Elle a mangé du lion » ou quoi. Des slogans tels que « Viens chez nous si tu sais pas où te messe ». Prenons les paris. Mais là, j'ai eu un petit doute. J'ai cru que c'était un slogan de campagne. Et effectivement, à un moment donné, c'était un slogan de campagne de je ne sais plus quel candidate. Ou alors, ici, on gèle un peu les Grenoble, mais on est quand même très bien ici. Et son chef-d'œuvre, pour une petite commune du Lot, tu l'as vu, mon cul, mais nous ne tomberons pas dans un humour facile. À la fin de sa carrière, Eugène Tartampion fait une petite bifurcation dans le cinéma. Et ce sera le deuxième moment où il y a un truc un peu authentique, un peu vrai, un peu on apprend des choses au Lachaud Comedy Club. Il lance à ce moment-là un projet de 4e volet pour la série de la 7e compagnie. Vous savez, on a où est passée la 7e compagnie, on a retrouvé la 7e compagnie, la 7e compagnie au clair de lune. Et à un moment donné, il y a eu un projet qui était financé par Dassault, et à mon avis, avec l'inspiration d'Eugène Tartampion, qui était la 7e compagnie contre Frankenstein. Non. Et vraiment, tu vas sur Wikipédia, il y a vraiment Dassault qui voulait faire la 7e compagnie contre Frankenstein. Et je veux absolument voir ça. Et malheureusement, on ne le verra jamais. Ça restera un de ces grands projets comme le Dune de Jodorowsky, etc. Eugène Tartampion prend une retraite bien ou mal méritée dans les années 2010, mais je crois que d'une certaine façon, il a marqué à jamais la communication à la française. Au XXe siècle, il y a eu définitivement un moment Eugène Tartampion dans la manière de faire de la communication. Je l'ai constaté depuis il y a 1 ou 2 années. Je pense que vous l'avez eu aussi. Depuis 1 ou 2 années, quand tu payes avec ta carte de crédit dans un magasin, en général, le terminal de paiement te dit « Voulez-vous arrondir la somme à l'euro supérieur au bénéfice de insérer ici une belle association ?» Et en général, moi, c'est un moment où je suis gêné. Et après avoir appuyé sur la touche rouge, parce que quand même, j'ai pas beaucoup de sous, en général, le terminal de paiement essaie de me culpabiliser en disant merci d'y avoir pensé. J'ai pas pensé, c'est juste que voilà, 50 centimes, c'est le prix d'un expresso machine. Donc voilà. Ça, c'est un niveau de gênance assez élevé. J'ai eu il y a pas très longtemps, anecdote personnelle, le niveau supérieur. C'est pas toi qui manipule le terminal de paiement, c'est le vendeur ou la vendeuse, en l'occurrence la vendeuse, qui manipule à ta place le terminal de paiement. Elle a attendu pour que tu fasses ton code, mais avant que tu fasses ton code,
et elle te dit à haute voix, est-ce que vous voulez arrondir à l'euro supérieur pour cette association très bien? Et alors à ce moment-là, moi quand même, je dis les choses comme elles sont, donc je lui ai dit les yeux dans les yeux, alors non mais on va rester à la somme initialement prévue. Voilà. Et la vendeuse en face, évidemment, merci quand même d'y avoir pensé. Et je ne suis pas rentré dans les détails. D'ailleurs, c'est bien, ça me permet de faire une transition. Il y aura un chapeau à la sortie si ça vous intéresse. Et par ailleurs, si vous voulez prendre une bière au Cariatide, il vous sera proposé par le terminal de paiement d'arrondir à l'euro supérieur au bénéfice de nos humoristes. Pensez-y. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Rassure-toi. J'ai bien aimé la gêne qu'il y avait dans. C'est parfait. Ça me rappelle, anecdote personnelle, samedi dernier, j'étais dans un projet théâtral expérimental. Donc, projet théâtral expérimental, tu sens le truc qui met des frissons dans le dos. En fait, on était à la fin d'un colloque universitaire et quelqu'un nous avait dit « Moi, je vais amener les mails les plus absurdes qu'on m'a envoyés de l'université et vous allez les lire devant tout le monde. » Et c'était une expérience géniale parce que pendant 1 heure, ça a été une gênance absolue parce qu'il y avait les gens de l'université qui étaient en train de frissonner et d'avoir ce rire, mais pas le rire franc, le rire voilà. Et à la fin, c'était tellement gênant qu'il y a quelqu'un de l'université qui a tenu à intervenir en disant quand même, on n'est pas si méchant que ça. Et c'était très beau. C'était ce genre de moment très réaliste. La gêne. Un des moments de gêne récents que j'ai ressenti, c'était avant-hier. Avant-hier, en prévision du Lachaud Comedy Club, je me suis dit, je vais me documenter, je vais parler d'un des succès éditoriaux du moment qui a été évoqué par notre formidable MC il y a quelque temps, le journal d'un prisonnier de Sarkozy. Je vais essayer de me procurer, ou du moins de jeter un œil sur, faut pas déconner, le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. Donc je vais à la Fnac la plus proche de moi, et je commence à ce moment-là à chercher le livre. Donc il n'est pas au rayon politique, je tourne un petit peu, il n'est pas au rayon actualité, sociologie, science-fiction non plus, j'ai pensé à science-fiction, développement personnel, rien du tout. Donc à force de marcher, parce que de temps en temps j'ai des idées qui viennent, j'ai quand même des idées qui viennent pour le passage de ce soir, donc je me les envoie par Messenger pour ne pas les oublier, mais je trouve toujours rien, si ce n'est la biographie de Patrick Sébastien. Donc je feuillette la biographie de Patrick Sébastien et on reste dans le sujet parce que la biographie de Patrick Sébastien, elle a une absence de gêne, une décomplexion, c'est fabuleux. Déjà, la biographie de Patrick Sébastien s'appelle La nostalgie. Et déjà, tu te dis, waouh, génial. Et après, je tourne la première page de La nostalgie et il y a un préambule. Et le préambule, je paraphrase un peu Patrick Sébastien, dit la chose suivante. Les gens qui sont intéressés à mon cas reconnaîtront peut-être dans les pages qui viennent, premier degré, je vous promets, des pages qu'ils ont déjà lues dans d'autres livres que j'ai écrits. Néanmoins, il était important que ces anecdotes que j'ai déjà racontées, je les raconte à nouveau. Et j'ai envie de vous dire ça, parce que s'il y a une valeur qui se perd de nos jours, c'est celle de la politesse. Et je trouve ça merveilleux. L'absence de gêne du gars. Le gars explique qu'il a fait des copier-coller dans ce bouquin, de ses bouquins d'avant, mais que malgré tout, il va nous donner une bonne leçon sur la politesse. Je referme le livre de Patrick Sébastien. J'ai toujours pas trouvé le bouquin de Sarkozy. Il y a mon téléphone qui vibre dans ma poche. Et c'est un de mes amis qui me dit « Pourquoi est-ce que tu m'envoies une chanson sur Marine Le Pen ?» Et à ce moment-là, je me rends compte que la note de tout à l'heure, je ne me la suis pas envoyée à moi-même, mais à quelqu'un d'autre à qui j'envoie rapidement un petit message « c'est pour le stand-up et tout ». Et je vois le moment où il va falloir que je demande à un vendeur ou à une vendeuse. Et là, c'est comme quand tu achètes un truc gênant dans une pharmacie. Je m'approche et je prépare un peu mon speech. Je voudrais savoir où est le journal d'un prisonnier de Sarkozy. C'est pas pour moi, c'est pour un pote. Moi, je suis de gauche. Je voudrais le journal d'un prisonnier de Sarkozy. Mais c'est comme quand je regarde la télé-réalité, c'est ironique, c'est promis. Et finalement, je me dis, je vais dire les choses directement. Je vais vers un vendeur, je lui dis, est-ce que vous auriez encore des exemplaires de journal d'un prisonnier de Sarkozy? Et là, c'est pile la réaction que je redoutais. Le gars ne me regarde pas. Il a juste, vous savez, ce petit haussement de la narine droite, un peu comme je te méprise, mais je suis dans une position de vendeur, le client est roi, même quand c'est une merde. Et il me dit, tous nos exemplaires sont partis dès le premier jour. Et là, je me dis, des stand-uppers. Tous les stand-uppers. C'est l'hypothèse 1. Tous les stand-uppers. Tu as ton exemplaire. Je le dédicace. C'est merveilleux. Tous les stand-uppers, je me dis peut-être des gens qui
qui sont un peu différents de moi, à Neuilly-sur-Seine ou à Versailles, ils sont dit quand même, le pauvre Nicolas, on va lui prendre 5 exemplaires de son petit livre. Ou alors, tiens, ça fera une bonne histoire à raconter aux gamins le soir. Parce que, de fait, j'ai fini par trouver le journal d'un prisonnier dans un point relais de la gare Saint-Lazare. Où je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas volé non plus. Je veux pas risquer de finir en tôle, ce serait beaucoup trop méta. J'en ai pris en loose day quelques photos, les premières pages, les dernières pages. Et le début commence comme un conte relativement mal raconté. Les premières pages, en exclusivité de Journal d'un prisonnier, c'est, après un petit préambule sur lequel je reviendrai, Nicolas Sarkozy explique qu'il se réveille chez lui le jour où il va partir en prison dans l'après-midi. Je vous jure que les citations qui viennent, quand je vais mettre les petites oreilles de lapin, c'est totalement authentique. Carla me déclare en se réveillant, la première phrase de Carla en se réveillant fut « Quelle catastrophe! Qu'avons-nous fait pour mériter une telle horreur ?» J'ai bien une ou deux idées. Sarkozy, après, essaie de la rassurer. Il explique à quel point, dans ces situations-là, les mots sont tous inutiles et un peu artificiels. Et il dit à Carla, ne t'inquiète pas, ça ne durera pas très longtemps. De fait. Ensuite, c'est le dernier petit déjeuner en famille des Sarkozy. Et alors là, c'est le passage Zola de Sarkozy. Sarkozy explique que sa petite fille de 14 ans a eu de la fièvre pendant la nuit, mais qu'elle tient à être là pour le dernier petit déjeuner avec son père. C'est mignon. C'est très mignon. Ce qui est aussi mignon, c'est Louis Sarkozy qui est là. Et Nicolas Sarkozy remarque qu'il y a quelque chose dans la mâchoire virile de son fils qui reste un peu bloqué, comme une colère qui reste bloquée là et qui ne s'exprime pas à voter pour lui en 2027. C'est ainsi que commence le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. Juste avant, il y a eu un petit préambule où Nicolas Sarkozy explique son indignation. Il explique qu'il a toujours été honnête, qu'il n'a jamais été un homme violent. On se souvient ici du casse-toi pauvre con, que jamais il n'a participé à un système ou à une manigance. Kadhafi. Beaucoup de choses comme ça. Et je voulais faire un truc un peu... Finalement, je suis déjà en train de le faire. J'avais eu un petit doute au début, est-ce que j'en parle ou pas. Il explique aussi que jamais il n'a profité de ses avantages quand il était maire de Neuilly-sur-Seine. Vous tapez Neuilly-sur-Seine, maire Sarkozy. Il est question d'un logement qui a été grassement payé à un architecte ami Nicolas Sarkozy, avec notamment des escaliers à 90 000 euros. Ce à quoi Nicolas Sarkozy a réagi en disant « Les escaliers, ça coûte cher ». Voilà, et ça, c'est le début. Je vais terminer en vous lisant la fin du journal d'un prisonnier, qui vaut son pesant de yaourt. À nouveau, je me permets de vous livrer un petit peu quelques sous-textes de ce passage. Oui, j'avais oublié ça. Le moment gênant, c'est quand tu as oublié un passage, mais tu veux quand même le recaser parce que je vous ai pas trop parlé de Patrick Sébastien parce que j'ai été moins intéressé par le petit bonhomme en mousse que par le petit bonhomme au new. La fin, merci. La fin du journal d'un prisonnier. Il me reste une promesse à tenir. Elle pourra paraître étrange, puérile, impudique, mais je me la suis faite au cœur de la nuit de la santé. Je me dois de la tenir. Ça va être encore mieux après. J'irai à Lourdes, voir les malades et les désespérés. Parce que voyez-vous, j'ai vécu 20 jours d'incarcération, j'ai mangé du yaourt, donc je sais ce que c'est la misère humaine, je vous jure que c'est vrai. Je passerai la journée avec eux et je m'immergerai en leur compagnie dans les piscines du sanctuaire. Et là, on sent une certaine volonté de se rallier à un certain électorat. Quelques mois auparavant, la lecture de Zola m'avait fait découvrir Lourdes, à laquelle il a consacré un livre magnifique. Et là, c'est vrai que c'est malin, parce qu'on essaie d'avoir un truc social, et c'est très pratique de servir de quelqu'un qui est mort et enterré depuis un siècle, pour se donner un petit côté... Si vous aussi... non, ça c'est moi. Cela m'a tellement aidé de penser à ceux qui souffraient bien davantage que moi. Je leur dois à eux aussi d'avoir pu tenir. Cette promesse sera donc honorée comme toutes les autres. La vie qui passe et qui propose tant d'épreuves permet de renaître plus fort, plus mature, plus grave. Et la phrase finale, à la santé, j'ai recommencé ma vie. C'est beau, c'est beau. Voilà. Que conclure de tout ça? J'ai envie de dire, vous aussi, quand vous avez des moments de gêne, vous avez le droit de les assumer. Ne laissez pas à Bardella et Sarkozy le monopole de la gêne. Si Bardella n'a aucune honte à étendre sa gêne comme une beurre sur une tartine sur des plateaux télé, si Sarkozy n'a aucune honte à se faire du fric avec un truc extrêmement gênant,
vous aussi, vous pouvez porter votre gêne en étendard. Paris gêné, Paris, j'ai pas de suite. J'ai envie de vous dire, votre gêne, mettez-la en avant et ce sera encore plus gênant si je finis pas ma phrase. Merci beaucoup les cariatides.